Bienvenue au Capitole, en compagnie de la Cinémathèque Suisse et d'autres films, distributeurs du film que vous allez voir dans quelques instants. Ça nous fait plaisir de pouvoir renouveler les liens qu'on a d'amitié avec Amos Gitaï, qui est non seulement un grand cinéaste, mais c'est aussi un grand artiste, architecte, metteur en scène, intellectuel, il a beaucoup de choses. En 2014, il y a quelques années, on avait eu le grand honneur en fait, de coproduire, réaliser en collaboration avec le musée de l'Élysée et la Cinémathèque française une exposition consacrée au travail d'Amos Gitaï. Parallèlement, on avait pu présenter pendant plusieurs mois quasi la totalité de ses films, fiction, documentaires et courts-métrages, ce qui nous a permis de voyager et de construire un parcours non seulement à travers l'œuvre d'Amos Gitaï, mais aussi un véritable parcours réflexion consacré en fait à l'histoire et aux racines d'Amos Gitaï et l'histoire la plus récente d'Israël et de la Palestine et bien évidemment des conflits et les liens entre les deux communautés. Ensuite, on a eu l'honneur de proposer plusieurs films d'Amos ici au Capitole, en Arabie, notamment Tzili, Lullaby to My Father, et l'année passée, un film extraordinaire qui avait été présenté au Festival de Venise, Rabin Last Day. Aujourd'hui, Amos Gitaï est venu pour présenter son dernier film, qui a été présenté au dernier festival du film de Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. C'est un film qui reprend d'une certaine manière le discours commencé il y a longtemps, dans les années 80, 1982, avec Journal de campagne, un film documentaire à travers lequel raconte l'expérience, en fait son premier voyage dans les territoires occupés. Il y a quelque temps, Amos Gitaï est retourné en Cisjordanie et il a pu, à travers son film, vous le verrez, montrer la réalité, le quotidien des deux communautés. Un portrait très fort et assumé aussi de la situation politique d'aujourd'hui en Israël. Et donc c'est avec grand plaisir et honneur que je vous prie d'accueillir chaleureusement Amos Gitaï. Bienvenue Amos. Alors bien évidemment, vous aurez l'occasion de lui poser des questions à la fin de la projection, mais je te laisse la parole. Je suis ravi d'être ici. Je viens d'un pays dans lequel il fait 30 degrés. Alors j'ai mis mes chaussures. Rivka, elle m'a amené mes chaussures, c'est bien. Et c'est toujours très beau, le cinéma est très beau. Je vais dire quelques mots sur le film qu'on va voir ce soir. Et alors, effectivement... Moi, je suis le seul qui a le droit de t'appeler. Mais Chica, ça va aussi. Ouais. Pour toi, ça va. Ok. C'est effectivement un film que j'ai fait 35 ans après le journal de campagne. Un film que j'étais allé filmer en Cisjordanie et Gaza, avant et pendant la première guerre du Liban, en 1982. Et là, cette fois-là, j'ai eu une sorte de carte blanche d'aller revisiter certains sites pour amener mes impressions. Et je trouve que dans l'histoire de faire des films, il faut toujours un bon prétexte. Il faut qu'il y ait un prétexte pour faire quelque chose. Et j'aime beaucoup les choses qu'elle m'a dit un jour, Jeanne Moreau, comme elle a accepté de faire un film avec moi. Il faut garder la mémoire de cette femme exceptionnelle.
Elle m'a dit, Amos, si je décide de faire un film, c'est parce que j'ai envie de savoir quelque chose que je ne sais pas encore. C'est-à-dire, j'ai connu beaucoup d'actrices et d'acteurs qui adorent de faire les choses qui sont déjà faites. Mais effectivement, c'est très intéressant de prendre une proposition et d'aller voir. Alors, j'ai accompagné beaucoup de groupes de human rights, de droits humains, qui sont actifs d'essayer de créer des ponts entre Israéliens et Palestiniens. Moi, je trouve que c'est des gens très nobles, très courageux, très menacés actuellement. Et j'étais envie de rendre hommage. Et le film, c'est un hommage à tout ce groupe. Il y a un groupe qui s'appelle B'Tselem, qui distribue des caméras vidéo aux femmes palestiniennes. Il y a un groupe qui s'appelle Breaking the Silence, qui c'est des soldats et officiers de l'armée qui racontent l'abus des Palestiniens. Il y a des rabbins de Human Rights qui aident une école bédouin. Il y a des femmes qui sont perdues leurs enfants du côté israélien et palestinien. Et tous ces gens-là, je trouve qu'ils nous préparent les prochaines étapes. On est dans une sorte d'impasse complète, mais il faut réfléchir qu'est-ce qui peut venir après. Alors, je trouve qu'avec cette action, il y a des comédiens. Là, j'ai été en train de préparer un spectacle à Tel Aviv sur le texte de Pasolini, le Luciole. Mais le spectacle est annulé parce qu'on n'a pas le droit de lire un poème d'une femme poète palestinienne. Mais je trouve qu'il faut rendre hommage à tout ce groupe de gens qui ont envie de conserver une humanité au milieu de ce conflit. Et en plus que le film il va accueillir plein de contradictions. Moi j'adore les contradictions et j'aime pas le cinéma trop linéaire, trop indoctrinaire. Alors ce film il est aussi hommage aux contradictions. Mais de toute façon je trouve que c'est une erreur de parler trop long avant un film. Alors je ne vais pas faire. Je rappelle juste, j'en profite avant de lancer la projection, donc Amos Guitaï sera là à la fin de la projection. Le film va être présenté toujours en présence d'Amos Guitaï demain aussi à Genève au cinéma du Götli et à Lausanne il va sortir de mercredi ici au Capitole même. Bravo. À tout à l'heure, bonne projection. Merci. Ciao. Puisqu'on va aborder une autre partie de ton travail plus documentaire. Jusqu'ici, tu as présenté ici même des fictions, fiction documentaire, on va dire, ou documentée, mais là, tu retournes à un autre genre que tu affectionnes beaucoup, sur lequel tu as beaucoup travaillé, et je voulais peut-être commencer par quelque chose que tu dis au début, c'est-à-dire que tu as abordé la question comme un archéologue, dans le sens où, d'une part, il y a un autre film que tu as fait il y a 35 ans, enfin 36 ans maintenant, qui est Journal de campagne, qui déjà t'emmenait sur ces territoires pour les questionner, et tu y retournes 35 ans plus tard. Donc il y a cette dimension-là, on la voit dans le film, hein, on voit des éléments de ce que tu racontes à propos de Journal de campagne, et tu dis que je l'aborde comme un archéologue. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi, archéologue ? C'est fouiller à la fois dans la mémoire, c'est voir comment les choses se sont construites littéralement depuis 35 ans ? Non, Frédéric, tu sais, je trouve que c'est toujours très compliqué de parler tout de suite après un film, parce qu'il faut recomposer le film, c'est-à-dire même comme spectateur. Et je dis tout à l'heure que le meilleur film que j'ai vu comme spectateur commence comme la projection est terminée. Parce qu'on promène avec l'image, on essaie de restructurer l'image, les sens, les contradictions, etc. Non, moi, comme j'ai fait Journal de campagne il y a 35 ans, j'ai posé cette question, c'est-à-dire le rapport des Israéliens vis-à-vis des territoires palestiniens. Et là, c'est comme effectivement, moi je trouve que le cinéma documentaire, c'est effectivement comme un fait archéologique, c'est-à-dire tu découvres. Il faut être aussi délicat, parce que le cinéma de fiction, c'est plutôt un travail architectural, on construit.
à partir d'une idée. Mais dans l'archéologie, il faut être très délicat, c'est-à-dire on peut utiliser des brushes, des brosses, des pinceaux. Voilà, si on est trop interventionniste, on casse. On casse et là, il n'y a rien. Alors, si on découvre couche par couche, on arrive à une certaine, je ne sais pas, le mot vérité peut-être elle est trop grande, mais quelque chose profond, c'est-à-dire qu'est-ce qui anime ce conflit, comment on peut parler avec tout ce groupe. Dans le film, il y a beaucoup plus de femmes qui sont très actives. Leur point de vue, comment les gens arrivent à traverser les frontières, très figés de ce conflit. Alors je trouve qu'effectivement dans ce travail délicat d'archéologie, on arrive de construire quelque chose en ensemble avec ces contradictions. Et j'aime pas le cinéma, c'est-à-dire moi je trouve qu'à la fois il faut avoir d'opinion, mais il ne faut pas faire un cinéma indoctrinaire. Il faut qu'on arrive à laisser la parole même les gens qu'on n'est pas d'accord. Parce que je trouve que je préfère un public interprète qu'un public de consommateur. Mais il faut donner la matière. Oui. Par rapport au mot, tu rechignes à utiliser le mot vérité. Est-ce que tu accepterais le terme d'intimité? Parce que ce qui est très frappant, c'est quand même que tu arrives à accéder à une intimité avec toutes les personnes que tu interroges, même celles qui forcément ne partagent pas véritablement, enfin, dont tu ne partages pas véritablement l'opinion, mais il y a quand même une dimension intime, peut-être moins avec la ministre des Affaires étrangères, mais disons en dehors d'elle, peut-être, il y a cette intimité avec les gens que tu crées et qui est le fruit aussi d'un long travail, parce qu'on ne voit qu'une partie de ce que tu as dit, de ce que vous avez échangé, l'intimité que tu as eue aussi avec Yitzhak Rabin. Enfin, je trouve que l'intimité, c'est donc par conséquent une forme de vérité. Oui, je crois, comme vous savez, je dis tout à l'heure, moi j'aime pas du tout les films comme Michael Moore, parce que si je vois un film trop indoctrinaire qui veut faire un force feeding, comme on dit, de nourrir par la force, et je commence à avoir des doutes, même sur des idées qu'a priori je suis pour. Alors, parce que j'aime pas les manipulations démagogiques d'arguments, même si je suis d'accord avec l'argument. Alors, je trouve qu'il faut laisser l'espace, même des gens qu'on n'est pas d'accord, qui font leur discours, il faut qu'ils comprennent leur discours. Et là, la construction de film, c'est une sorte de juxtaposition des différents points de vue. Et cette série de points de vue différents, ils vont éclairer une sorte de cette issue contradictoire de ce conflit, qu'à la fois il y a les occupations israéliennes qu'il faut critiquer sans pitié, tu vois. Mais en même temps, c'est vrai que les choses que je pose, les questions que je posais à Hebron, que la coalition la plus stable du Moyen-Orient, c'est celle-là qui ne veut pas la paix. Et je crois que c'est cette coalition-là, elle conserve le conflit, et dès qu'il n'y a pas une reconnaissance de l'autre, il ne va jamais avoir la paix. Et je trouve que c'est vraiment au-delà du conflit israélo-palestinien, tous les Moyen-Orient souffrent du fait que chaque petit groupe, avec leur Dieu, avec leur nationalisme, l'autre n'existe pas. Et si ça va continuer, ça va être la guerre permanente. En même temps, tu montres et tu décris par petites touches successives des initiatives singulières de groupes, notamment de femmes en effet, mais aussi d'autres, je pense à l'école, enfin je veux dire d'initiatives qui restent petites, peut-être modestes, mais qui sont toutes quand même des signes, ou bien les concerts qu'on voit à la fin, là, tout ça qui sont quand même des signes d'espoir. Est-ce que tu penses que cet espoir existe véritablement? Est-ce qu'il y a cette possibilité que cette société civile, au fond, qui est là et qui agit quand même pour créer ce dialogue, créer cet échange, peut changer les choses? Comme tu le fais d'ailleurs, à travers le film. C'est-à-dire, je dis, c'est un film que j'ai fait, un film citoyen.
Non, moi je trouve d'abord, je crois beaucoup à la culture minoritaire, pas strictement à la majorité. Et même je crois que c'est-à-dire mes ancêtres, les juifs, ils ne sont pas existés s'ils ne sont pas croyés d'une idée de minorité. Parce qu'il y avait des empires beaucoup plus forts et qui ont disparu, mais les minorités avec des idées, il faut qu'ils persistent. Il faut qu'ils continuent de garder une idée. Et les idées, ils ont aussi changé la planète, pas seulement la mitrailleuse. Alors, je fais un film. Qui, espérons-le, va changer la planète. En tout cas, un petit bout. En même temps, bon, c'est pas toujours évident. Tu as parlé des femmes tout à l'heure, qui sont très importantes dans le film, mais aussi les enfants. Et les enfants avec des extrêmes, hein, puisqu'il y a cet enfant martyr, enfin qui rêve le martyr, auquel tu conseilles une longue vie, et on espère que ce sera le cas. Comment tu ressens, toi, une rencontre avec un enfant qui a cette vision extrêmement doctrinaire au fond des choses, alors que ce n'est qu'un enfant? Tu sais, les choses qui sont géniales dans le cinéma documentaire, aussi dans la fiction, c'est-à-dire qu'il faut suivre quelquefois ton intuition. C'est-à-dire, nous, on a fini à tourner. Je crois que Laurent, avec l'équipe israélienne, il commençait à ramasser le matériel. Et moi, j'ai attendu, j'ai vu cet enfant qui était assis. Mais quelque chose, il m'a dit qu'il faut que je lui pose des questions. Alors, l'équipe a réouvert les caméras et on a commencé ce dialogue. Mais, c'est-à-dire, il n'y a pas dans les documentaires, mais je crois aussi dans la fiction, le scénario, le concept, c'est une pré-simulation, mais après, il faut suivre l'intuition. De toute façon, moi, je ne vais pas généraliser, c'est-à-dire, c'est un enfant. C'est-à-dire, toute l'idée, comme dit Guidon Levy, le journaliste, c'est d'individualiser les choses. Parce que même l'activité de ce groupe, c'est une activité individuelle, qui est une sorte de conclusion de tous ces gens-là, disant que comme la politique est très pourrie et très bloquée, on peut être content de regarder strictement le journal de 20 heures et râler contre le gouvernement, ou faire quelque chose. Et ils ont décidé de faire quelque chose. Et moi, je trouve que, encore au-delà des conflits israélo-palestiniens, c'est un modèle qui peut être utile par d'autres endroits de la planète, dans laquelle on voit des séries de despotes qui sont en train d'installer partout. Et je crois que ça, c'est un modèle de gens qui disent basta, il faut passer par des femmes qui sont perdues leurs enfants pour faire cette activité, ou distribuer les caméras à B'Tselem, ou témoigner. Et je crois que ça, c'est vraiment un modèle fort, intéressant. En particulier, en effet, ces groupes de femmes, mais tous ces groupes de femmes palestiniennes et israéliennes qui ont toutes perdu quelqu'un et qui se parlent, enfin, je veux dire, c'est une image, c'est un moment extraordinaire dans le film par rapport à en effet, une forme d'espoir et de combat par rapport à tous les extrémismes. Tous ces groupes-là, tu les avais déjà préparés avant, tu les avais déjà rencontrés avant, ou bien tu as vraiment, il y a des choses qui sont nées comme ça en cours de tournage, où tu as rencontré des gens en plus qui t'ont amené à autre chose? On a préparé pas mal. Rivka, qui est là, elle m'a aidé de faire les repérages, comme toujours. Après, il y avait Mira Bauer qui l'a coordonné avec tout ce groupe. Et c'est exceptionnel parce qu'ils m'ont donné confiance. B'Tselem, par exemple, ils n'ont jamais laissé quelqu'un filmer le briefing. Comment on utilise la caméra, Breaking the Silence. Guidon Levy, il n'était pas suivi par une caméra. Je crois qu'ils m'ont donné confiance que je veux pas. Et dans les documentaires, disons, les contrats tacites entre les réalisateurs et les gens qui le filment, il est essentiel. Et c'est vrai que dans tous les documentaires, si c'est Ananas, House, Wadi, etc., cet accord-là tacite, c'est-à-dire
les gens ils vous donnent leur image et toi tu ne dois pas abuser l'image, tu dois respecter, même si tu es d'accord ou pas d'accord, tu laisses l'argument dans son sens entier, même le ministre, je la laisse dire des choses qu'il a envie de dire. Le but, c'est aussi que vous posiez des questions. Alors, est-ce qu'on pourrait rallumer la salle, s'il vous plaît, pour qu'on voit le public? Et puis, s'il vous plaît, levez la main et on vous passera le micro, parce que sinon, on ne va pas vous entendre. Peut-être baisser un tout petit peu l'éclairage sur la scène, parce qu'on ne va pas voir. N'hésitez pas. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est pas parce que... Voilà, il y a une question là-bas. Monsieur. Oui, bonsoir, merci pour ce magnifique documentaire. On le voit ici à Lausanne, vous l'avez montré à Cannes. J'imagine qu'il va tourner encore en Europe beaucoup. Est-ce que vous aurez l'occasion de le présenter en Israël, en Palestine, ou est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le faire? Et quel retour vous attendez de ça? Parce que quelque part ici, en Europe, on regarde ça de loin. Et puis je pense que c'est pas du tout le même sentiment qu'on a quand on est vraiment dans ces territoires, dans ces pays-là. La première de film en Israël va être là, dans 10 jours, le 31 octobre. Il y a deux premières, le 31 et le 4 novembre. Effectivement, ça correspond, le 31, c'est le jour dans le calendrier hébreu d'assassinat de Rabin. Et le 4 novembre, c'est la date d'assassinat de Rabin dans le calendrier général. Si Frédéric m'invite, je vais venir vous raconter comment ça s'est passé. Bien sûr qu'on va t'inviter après. Autre question, là-haut. Oui, merci pour ce magnifique documentaire. Et on sent un ton quand même très optimiste. J'ai deux questions. D'abord, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu réaliser absolument sans pression, c'est-à-dire que vous avez pu circuler librement partout, interroger tous ceux à qui vous avez parlé, et vous avez ressenti des pressions peut-être indirectes lorsque vous avez fait ce film? Et la deuxième question, c'est, alors, vous dites la coalition la plus stable est celle des extrémistes des deux camps, mais vous avez choisi de ne pas donner la parole, à part la ministre des Affaires étrangères, à aucun extrémiste de chacun des deux camps. Et je pense que c'est un parti pris. Hein. Oui, moi j'ai décidé, je vais réunir les deux parties de votre question. C'est-à-dire, effectivement, comme j'étais dans une démarche optimiste, comme vous dites, c'est-à-dire optimiste, je peux citer quelqu'un que j'ai filmé dans les premiers films il y a 35 ans, que Bachar Shaka, qui était le maire de Nablus. Je lui posais la question, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Et il m'a dit, on ne peut pas permettre d'être pessimiste. J'ai beaucoup aimé cette réponse. C'est-à-dire, comme la situation est grave, si on est pessimiste, on est nihiliste peut-être. Alors, je trouve que moi j'ai cherché les gens, effectivement, pas les coalitions que je condamne, mais les gens qui essaient de garder un espoir, ils travaillent sur cet espoir. Parce que je trouve que, comme je dis au début, c'est des types de figures qui vont aider peut-être amener les phases, j'espère, après les phases actuelles. C'est-à-dire les femmes, par exemple, qui utilisent la caméra B'Tselem, le fait qu'ils utilisent la caméra, et cette caméra est donnée par un organisme de human rights israélien, change à la fois leur position dans les sociétés, des fois autocratiques palestiniennes, dans laquelle ils sont destinés de produire des enfants et faire la cuisine. Et là, ils ont des rôles actifs. Alors ça change les positions des femmes à l'intérieur de leur propre société. Et aussi, ça casse leur idée monolithique de la société israélienne. Parce qu'ils croient qu'effectivement, comme c'est la vérité, qu'il y a certains Israéliens comme ça et des autres.
Alors je trouve que cette compréhension-là, même si c'est minoritaire, qui est diffusée par ce groupe-là, va amener éventuellement la paix. Parce que la paix, c'est pas strictement un deal entre les leaders de côté, mais c'est aussi comment on installe le quotidien. Alors c'est ça la source de mon optimisme. Il y avait une deuxième partie de la question qui était la liberté sur le tournage. C'était la question de la liberté, si finalement si vous avez subi des contraintes. C'est vrai que j'ai oublié la question parce que je ne me pose même pas la question. Je fais les choses que j'ai envie de faire. Les conséquences, ils vont arriver ou non. Je n'ai jamais été protégé par un bodyguard nulle part. Même si j'en ai rentré plein côté palestinien. Alors, effectivement, mon deuxième assistant caméra, comme je posais la question sur cette coalition qui ne veut pas la paix, il m'a dit Amos, tu n'as trouvé pas vraiment le bon endroit d'exposer ton théorie. Mais je lui ai dit, je vais dire la vérité, je vais dire les choses que je pense. Et effectivement, le père de cet garçon qui a été tué, après qu'il était un peu réservé, ça l'a intéressé. Il m'a invité même à déjeuner avec lui. C'est-à-dire, moi je trouve qu'il faut commencer quelque part, de ne pas d'arrêter l'angélisme. L'angélisme, c'est un poison. Il n'y a pas de rôle angélique. Alors il faut dire des choses comme ils sont et assumer. Par instant, j'ai même l'occasion de venir à Lausanne, alors ça va. D'autres questions? Oui, ici, tout au milieu, monsieur. Merci d'attendre le micro pour que tout le monde vous entende. La salle est grande. J'en profite juste pour rappeler que le film sort mercredi. Merci. Merci pour ce film. Une question, existe-t-il une presse palestinienne et auriez-vous pu interviewer aussi des journalistes palestiniens? Il y a des presses palestiniens. Moi, je trouve que je n'ai pas envie de mettre mes collègues palestiniens au chômage. Ils ont beaucoup de boulot pour avancer aussi les causes de la démocratie palestinienne. Mais moi, je vais concentrer sur ma propre société. C'est-à-dire, je n'ai pas envie que, le Palestinien non plus, que le régime colonial israélien va être remplacé par des despotes locaux, qui était le cas de beaucoup de pays de tiers-monde. Alors, espérons que dans les futurs États, il y a des droits de femmes, des droits des minorités, etc. Autre question? Je crois que tout est clair. Tout est clair? Sérieusement? Dernière question? Non? Oui, là? Bah oui, tu vois, il faut toujours en pester. Ici au milieu, madame? Oui, madame, je crois. Bonsoir, juste, je serais curieuse de vous entendre commenter simplement votre choix de la chanson du générique de fin et des paroles. C'était pas, c'est-à-dire les chansons arabes, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est pas mon choix, c'est-à-dire ce groupe qui fait le concours de backgammon, qui chaque 2 semaines change l'endroit. Il y a une fois dans le côté palestinien de Jérusalem et 2 semaines plus tard dans le côté israélien. Après, comme vous avez constaté, il y a un parti de musiciens avec des kippas et la fille qui chante les Palestiniens. Et après, le public il est aussi mixte. Et le propriétaire d'un petit magasin de pastèques, il a distribué des pastèques, c'est-à-dire c'est eux qui ont fait le programme. Non, je ne parlais pas du programme, mais du choix du texte à la fin, dans le générique, mais peut-être que c'est moi qui vois un sens qui n'existe pas. Voilà. Oui, mais c'est donc vous avez juste utilisé la chanson... Strictement. Ok, merci. Bon, Frédéric, merci d'avoir été. Peut-être une autre fois. Alors oui, une autre fois. Attends, juste encore une chose, je rappelle que
tous, vous avez vu le film en avant-première après sa première à Cannes, et aussi à Jérusalem d'ailleurs, puisqu'il a été présenté au Festival de Jérusalem. Le film sortira mercredi dans toutes les bonnes salles de Suisse romande d'abord, et donc n'hésitez pas à le conseiller à vos amis, et si vous avez détesté le film, à vos ennemis. Hein, voilà. Comme ça, ça fera encore plus de public. Non, mais c'est un film, je pense, important, et je voudrais te remercier de nous l'avoir apporté, d'être revenu nous l'apporter. Et à la prochaine, en effet, je crois que c'est pas la dernière. Merci Amos. Et merci Rivka, et merci Laurent Cruchot aussi d'être présent dans la salle. Merci à vous.